Vassili Venizelos, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc candidat au Conseil d'État, évidemment. Vous êtes urbaniste de profession. Vous êtes également député vert au Grand Conseil. Vous avez 44 ans. Vous êtes Yverdonnois toujours, on a dit, hein, Oui, absolument. même si vous J'habite Yverdon. travaillez à Genève. Comme plusieurs candidats d'ailleurs, hein, il y a pas mal de gens de votre région qui sont candidats au Conseil d'État. Vous êtes député vert au Grand Conseil, on l'a dit. Vous êtes... alors, très rapidement, hein, issu d'une famille modeste, tournée vers la Grèce, hein, de par vos origines. Finalement, quand on regarde votre profil, on se demande qu'est-ce qui vous a amené à l'écologie, tout simplement. Bon, je viens effectivement d'une famille modeste. Mon père est un immigré grec qui est arrivé dans les années 60 à Yverdon-les-Bains. Ma mère est franco-belge, faisait du tourisme à Yverdon-les-Bains et je suis né d'un amour de vacances. Donc je suis empreint de valeurs humanistes depuis mon plus jeune âge. Ce sont ces valeurs que mes parents m'ont transmises et très rapidement je me suis engagé dans les milieux associatifs, notamment dans les milieux culturels. Je répétais dans une Ouais, maison. vous avez été musicien aussi. J'étais musicien, chanteur, oui, oui. voilà, chanteur puis bassiste. Et nous répétions dans des locaux des locaux d'une maison qui appartenait à la commune d'Yverdon-les-Bains. Et la commune d'Yverdon-les-Bains envisageait de vendre ce terrain pour un projet immobilier. Et nous avons proposé à la ville de rénover les différents locaux, donc avec un investissement relativement modéré. Et nous avons nous-mêmes refait le toit, refait les locaux de cette maison. Donc ça, c'est mon premier engagement dans les milieux associatifs. Et très vite, j'ai décidé de m'engager en politique pour poursuivre cet engagement. Et j'ai eu la chance d'être élu à l'âge de 19 ans au conseil communal. Mais c'est particulier de s'engager chez les Verts il y a plus de 20 ans. C'était pas la mode à l'époque. Alors au début, il n'y avait Tendance, pas... ou, pardon, hein, c'est pas pour dénigrer, mais il n'y avait pas ce mouvement comme il y a maintenant. Bon, ça fait quand même depuis pas mal de décennies que l'écologie politique est thématisée. Enfin, le rapport Meadows en 1972 dont on parle aujourd'hui, puisque le rapport Meadows de 1972 mettait en avant les problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Donc cela fait quand même pas mal de décennies que l'écologie politique est thématisée dans les milieux scientifiques, notamment dans les milieux militants aussi. Donc ça s'inscrivait tout naturellement dans une forme de continuité. Vous êtes député, hein, on l'a dit. On sait que le Grand Conseil est une légère majorité de droite. Dans votre activité, comment vous faites pour garder finalement la motivation quand des textes, des initiatives qui vont dans le sens de vos idées sont rejetés, ne passent pas ou sont décalés à plus tard ? Bon, c'est vrai qu'on est parfois confronté à des déceptions. On a un Parlement qui est majoritairement à droite, mais on a aussi des victoires. On a aussi la possibilité de trouver les bons arguments et les bons mots pour construire des majorités parlementaires. J'ai déposé il y a quelques mois une initiative parlementaire pour investir 300 millions dans la transition énergétique. Eh bien, la majorité du Parlement m'a suivi, malgré l'opposition du PLR et de l'UDC. Nous avons réussi à construire une majorité parlementaire pour accélérer la transition énergétique. Ça sera nécessaire malgré tout d'avoir une majorité de gauche, une légère majorité de gauche au Grand Conseil, on en parle beaucoup. Pour Alors, soutenir votre futur exécutif si vous êtes élu ? Alors évidemment, ce sera nécessaire pour aller plus vite, dans la transition énergétique, pour aller plus vite dans la transition écologique. Ça facilitera un certain nombre de décisions, c'est évident. Il faudra toutefois travailler avec tout le monde, travailler aussi avec les minorités, travailler avec la population, avec les entreprises, avec les associations, pour trouver des solutions qui conviennent au plus grand nombre de Vaudoises et de Vaudois. Alors, voilà, on imagine, je vous limite un maximum les restrictions, je vous donne une baguette magique, vous accédez au Conseil d'État. Quelles mesures vous aimeriez mettre en place tout de suite ? Bon, quand on est élu au Conseil d'État, on fait partie d'un collège, donc forcément, ces clés, cette baguette magique, elle devrait être portée par l'ensemble du collège, elle devrait être partagée aussi avec le Parlement, avec les communes, avec les entreprises, avec les associations et la population. Mais je crois qu'il y a un sujet qui fait aujourd'hui consensus, puisqu'il apparaît sur tous les programmes politiques, c'est l'urgence climatique. C'est l'urgence climatique et la lutte contre l'érosion de la biodiversité. Et en matière d'urgence climatique, nous avons la chance d'avoir un plan climat, c'est une bonne chose, la transition énergétique est en marche, mais nous devons et nous pouvons faire beaucoup plus. Il est
important d'investir massivement dans la production d'énergie renouvelable. Et je pense qu'en matière de développement d'énergie solaire, par exemple, nous pouvons faire beaucoup plus en incitant les entreprises, mais aussi les particuliers à développer les cellules photovoltaïques partout où c'est possible, en tenant compte évidemment de la dimension patrimoniale qui, dans certains cas, entre en conflit avec la possibilité de poser des panneaux solaires. Mais voilà, ce serait la première action que j'entreprendrais, ce serait de renforcer la transition énergétique, non seulement sur la production d'énergie renouvelable et plus spécifiquement le développement du solaire, mais aussi en renforçant la rénovation énergétique des bâtiments. On le disait, on l'a vu au niveau communal lors des dernières élections, on a vu des victoires aussi au niveau national. Il y a vraiment l'écologie, le militantisme aussi a le vent en poupe. Comment vous vous situez? De quel œil vous voyez ces jeunes qui descendent dans la rue pour militer pour le climat? Ils sont en colère et il faut les comprendre. C'est vrai que lorsqu'on lit les rapports scientifiques sur l'état de la planète, sur l'état de la biodiversité, sur les perspectives en termes de réchauffement climatique, on peut comprendre que cette jeunesse soit en colère, on peut comprendre que cette jeunesse soit impatiente. Il est important que la population se saisisse et que ces mouvements de militance viennent avec des revendications, viennent de temps à autre secouer le landerneau politique. Je pense que nous avons besoin de toutes les forces en présence pour affronter les crises qui nous attendent, et notamment celle de l'urgence climatique. Et on peut aller jusqu'à la désobéissance civile, jusqu'à des actions qui marquent? Alors c'est une voie avec l'illégalité, pardon. Alors c'est une voie que je n'ai pas choisie, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai choisi la voie institutionnelle dès mon plus jeune âge, dès l'âge de 19 ans, parce que j'ai eu la chance d'être élu à 19 ans, mais c'est une voie qui est empruntée par certaines et certains, avec des conséquences, certes, mais on feint aujourd'hui de découvrir la désobéissance civile, mais la désobéissance civile existe depuis la nuit des temps et souvent les mouvements de désobéissance civile ont permis de réveiller les consciences et ont permis d'accélérer les décisions politiques pour répondre à une urgence. Et aujourd'hui, nous sommes confrontés à cette urgence. On a un petit peu des fois de la peine à se représenter les énergies renouvelables qu'on va pouvoir mettre en place dans le canton. On a l'installation de panneaux solaires qui peut s'avérer fastidieuse. On a ces éoliennes qui vraiment crispent parfois dans le canton. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, avec cette inertie, pardon, de l'appeler comme ça ? Absolument. Je pense que la priorité doit être d'investir massivement dans le solaire. Aujourd'hui, pour un particulier ou une entreprise, le retour sur investissement, lorsqu'il décide de poser des cellules photovoltaïques sur son toit, apparaît 15, 20 ans après avoir investi. Donc là, je pense que l'État doit se porter garant quelque part pour inciter les particuliers, mais aussi les entreprises et les collectivités publiques à investir massivement dans le photovoltaïque. Il y a probablement aussi des procédures qui sont fastidieuses et des complexités techniques qui nécessitent de mettre en place peut-être au sein de l'État un guichet unique qui permettrait de faciliter la mise en place de ces cellules photovoltaïques. Et puis ensuite, sur l'éolien, nous aurons aussi besoin de l'éolien, mais il est important évidemment de faire en sorte que les planifications prennent en compte l'impact paysager, l'impact sur la faune, et surtout il est important que les populations locales se reconnaissent dans les projets qui sont proposés. Il y a une initiative où il y a un domaine en tout cas qui met tout le monde d'accord, c'est les transports publics, mais on n'est pas entre les partis tous d'accord sur la façon de les utiliser. Cette histoire de gratuité par exemple qui est proposée par la gauche de la gauche, ça vous séduit ? Non, alors je suis content que ce débat ait lieu. J'ai d'ailleurs signé l'initiative, même si je n'adhère pas à l'idée, même si je ne soutiendrai pas l'idée, mais j'ai signé l'initiative pour qu'il puisse y avoir un véritable débat populaire sur cette proposition que je trouve très intéressante. Je suis plutôt pour une gratuité ciblée ou alors des réductions ciblées pour une certaine partie de la population, parce que si nous voulons développer les transports collectifs, nous avons aussi besoin de ressources financières importantes et il me semble important de ne pas nous couper de ces ressources-là, des ressources de la vente de billets. Donc nous ne pouvons pas d'un côté développer massivement les transports collectifs et de l'autre rendre totalement les transports collectifs gratuits. Et dans les quelques exemples européens que nous observons, nous n'observons pas forcément, là où la gratuité des transports collectifs était introduite, nous n'observons pas nécessairement un transfert modal de la voiture vers les transports collectifs, mais plutôt de la mobilité douce vers les transports collectifs. Or, la mobilité douce doit, selon moi, en tout cas dans les centres urbains, être privilégiée à tout prix.
À propos de centre urbain, est-ce qu'il y a une fracture dans le canton entre les villes et les campagnes? Il y a souvent ce débat qui revient au Grand Conseil de façon très forte. Est-ce qu'elle existe? Elle se manifeste justement au niveau des transports publics en disant, bah voilà, quand j'habite à plus d'une heure du Grand Conseil, en l'occurrence, je suis obligé de prendre la voiture. Bon, ce clivage entre ville et campagne, je n'ai pas l'impression qu'il soit très présent et très fort au niveau du Grand Conseil. Alors certes, il y a quelques formations politiques, probablement un manque d'idées qui souhaitent jeter de l'huile sur le feu et nourrir un peu ce clivage entre ville et campagne, mais nous sommes dans un canton où la cohésion des différentes régions, de la ville, de la campagne, de la plaine et des montagnes est très importante. Tous les partis, ou en tout cas la plupart des partis politiques, travaillent à cette cohésion. La campagne et la ville sont fortement interconnectés dans notre canton et cette opposition ne fait pas vraiment de sens. Après, il est clair que si on parle de mobilité spécifiquement, eh bien, nous ne pourrons pas nous passer de voitures dans toutes les régions du canton, à moins de développer massivement les transports publics sur l'ensemble du territoire, mais je crois qu'il y a quand même des limites physiques et des limites financières à ce développement, même si nous pouvons encore le renforcer. Je crois qu'il faut accepter que dans certaines régions, l'usage de la mobilité individuelle, l'usage de la voiture sera nécessaire. Vous êtes dans une alliance, l'alliance rose-verte, avec les trois ministres socialistes actuellement sortantes. L'un des axes de votre programme commun, c'est plus d'égalité entre les citoyennes et citoyens du canton. Comment on y parvient, tout simplement ? Bon, moi, je parlais de la cohésion des régions tout à l'heure, en combattant cette idée qu'il y a les gens de la ville et les gens de la campagne, ça me semble essentiel. Il y a évidemment l'égalité salariale entre les hommes et les femmes. Là, des efforts ont été faits au niveau du canton et au niveau de la majorité gouvernementale, mais nous devons encore renforcer, car l'égalité salariale n'est pas une réalité aujourd'hui. L'égalité des chances aussi, c'est un problème sociétal qui ne concerne pas que le canton de Vaud, malheureusement, mais qui concerne finalement toute la Suisse. Nous devons renforcer le congé parental sur lequel nous devrions voter dans quelques mois grâce à l'initiative qui a été déposée. Nous devons renforcer les solutions parascolaires pour permettre aux familles de concilier une vie privée et une vie professionnelle. Ce sont des éléments sur lesquels il faut insister. Vous avez insisté avec vos collègues donc de cette Alliance Rose-Verte aussi sur le fait que les impôts ne devaient pas baisser parce que vous admettez qu'avec toutes les initiatives que la gauche souhaite mettre en place, il faut des moyens. Disons que ce sont des défis auxquels nous devons répondre. Évidemment, nous avons besoin de moyens. Nous avons des finances saines depuis des décennies maintenant, grâce à l'excellent pilotage du gouvernement actuel. Nous avons la chance d'avoir des finances saines. Nous avons vu durant cette crise sanitaire combien il était important d'avoir un État fort. Même les plus libéraux d'entre nous se sont réjouis de voir l'État intervenir pour soutenir les milieux économiques, pour soutenir les milieux culturels. Donc nous avons besoin d'un État fort. Et pour affronter les prochaines crises, que sont l'urgence climatique et la lutte contre l'érosion de la biodiversité, nous aurons besoin d'investissements massifs, nous aurons besoin d'un État fort, et ce n'est clairement pas le moment de baisser les impôts. Non. Et en termes de fiscalité, il y a des entreprises qui ont des avantages énormes, des multinationales, au niveau des impôts. Comment vous vous situez par rapport à ces entreprises qui sont accusées de ne pas avoir forcément une empreinte écologique très positive? Je ne veux pas utiliser les mots de la gauche, mais ils ont des mots très durs, évidemment. Ils parlent de catastrophes, etc. Qu'est-ce que vous pensez finalement de ces grandes entreprises qui viennent ici, qui ont des avantages fiscaux? Qu'est-ce qu'on fait avec? Est-ce qu'on les garde? J'ai combattu ces avantages au Grand Conseil depuis plusieurs années. Je continuerai à porter un regard critique sur ces avantages fiscaux. Fort heureusement, ces avantages fiscaux vont finir par disparaître puisque un accord devrait entrer en vigueur à l'horizon 2023 avec la fin des exonérations fiscales pour ce type d'entreprise. Ce qui me réjouit quelque part parce que moi j'ai envie d'être fier de mon économie, j'ai envie d'être fier des entreprises qui travaillent sur ce territoire. Je n'ai pas envie d'avoir des entreprises qui finalement vont causer des dégâts environnementaux et sociaux dans d'autres régions du monde et venir dans le canton de Vaud uniquement pour bénéficier d'exonérations fiscales. Mais est-ce qu'on peut se permettre de ne pas accepter dans notre canton des entreprises, des multinationales qui viennent et qui créent de l'emploi, etc., sous prétexte ou sous raison qu'elles sont peu écologiques, elles font des désastres écologiques dans d'autres pays ? Oui, parce qu'on a énormément de ressources humaines, on a des intelligences, on a des forces vives dans ce canton qui nous permettront de renforcer, de développer de nouvelles activités économiques, de développer des emplois, j'en suis convaincu. Merci beaucoup, Vassilis Venizelos. Merci.